rapidement ça. On utilise le terme d'artefact pour définir un agrégat qui fonctionne, mais qui fonctionne par rapport à une utilité comprise à sens linéaire. C'est-à-dire une radio fonctionne dans ce sens-là. Donc l'artéfactualisation de la vie, c'est le remplacement des fonctions complexes et pas compréhensibles linéairement par des modules clairs. Alors, bon, c'est-à-dire ça c'est toute une grosse discussion parce qu'effectivement, vous savez, il y a toute cette idée de que la fonction fait l'organe, etc., et qui fait partie de la métaphysique de la biologie. N'est-ce pas? C'est comme s'il y avait des fonctions et que des organes se sont formés pour cette fonction-là. Si jamais cette métaphysique était vraie, effectivement, je peux remplacer un organe pour qu'il remplisse mieux la fonction, mais le problème c'est que nous n'avons aucune idée en biologie. Aucune idée. Vous savez, c'est quand même très drôle parce que la plupart, presque 90%, je ne sais pas comment c'est, de l'ADN, la traduction, je vais dire avec Thierry, la traduction du mot anglais c'est déchet, non? On a des déchets poubelles. Pourquoi? Parce que la plupart, la majorité de l'ADN est non codant. Non codant, ça veut dire que nous on croit qu'il ne sert pas à se traduire en protéines, à se traduire en ARN et produire des protéines. Donc, les scientifiques, vous comprenez qu'est-ce que ça signifie comme esprit? De pouvoir nommer la plupart de l'ADN comme poubelle. C'est-à-dire, on dit ça sert à rien. Alors donc, les mecs qui fabriquent des chaînes ADN artefactuelles, avec des trucs très complexes, des nanos, bah, eux ils disent on ne va pas s'emmerder avec des poubelles, quoi. Eh bien, ça c'est la fabrication d'artefacts. Et quoi que ça semble ridicule comme ça, je vous conseille de voir un petit peu la littérature, de voir les conférences des biologistes qui sont disponibles. Et vous verrez comment il y a cette tendance et s'énonce d'une façon sans complexe, quoi, sans complexe. Mais quand je disais tout à l'heure l'histoire du chien, c'est drôle parce qu'un organisme, contrairement à un artefact, n'a pas un sens, n'a pas de sens unique. Alors par exemple, effectivement, dans le sens du chien, en tant que biologiste, nous pouvons dire que si un chien fait 10 tours avant de se coucher, je peux dire, vous voyez, c'est-à-dire que les mecs, ils instaurent un sens. Il dit, le chien est là, fait 10 tours et il se couche. Donc c'est A, B et C. Comme l'objectif, c'est arriver de A à C, ils éliminent B. Or, le problème, c'est qu'un organisme, il est toujours au moins circulaire. Alors donc, aucun des points du cycle peut être nommé l'objectif de la fonction. Vous voyez, c'est-à-dire que d'un point de vue biologique, je peux dire parfaitement que les chiens se couchent pour pouvoir faire 10 tours. Vous voyez? Et d'un point de vue biologique, il n'y a rien à dire, c'est-à-dire parce qu'effectivement, la complexité, l'intrication du fonctionnement d'un organisme fait que tout sens linéaire que je donne à cet organisme-là est métaphysique. Vous voyez, c'est-à-dire que le cœur ne bat pas pour que les sens circulent. Vous voyez? Alors, ça par exemple, à mon vue biologique, comme test, c'est la métaphysique. Je me posais la question, vous avez abordé par rapport au téléphone cellulaire les transformations qui se faisaient sur notre façon de fonctionner dans la société. Est-ce que vous avez abordé la question d'Internet? Internet qui transforme nos savoirs, mais qui transforme aussi nos relations entre les personnes, qui transforme aussi notre relation vis-à-vis de l'art. On prend la question de la musique, admettons, sur Internet qui est super accessible, qui est super facile à aller chercher, qui change complètement, qui chamboule
traiter l'art? C'est qu'avec Angélique, le plan qu'on a écrit, c'est sur le portable. J'ai écrit, j'ai travaillé parfois, par exemple, dans Internet, pour essayer de comprendre quelle était la différence entre un savoir ou quelque chose d'accessible seulement depuis une passivité totale, comme pure réceptivité, et la différence avec tout un travail de recherche dans lequel effectivement il existe dans les... Bon, ce sont des travaux aussi que j'ai écrits, dont j'ai écrit par rapport au journalisme avec Florence Aubenas, la journaliste française, sont tous ces travaux qui montrent que l'information qui arrive que d'un point de vue conscient, cette information-là, effectivement, n'arrive et ne modifie que très peu de choses. Alors, je pense qu'Internet, surtout, je ne sais pas par rapport à l'accessibilité de la musique en particulier, mais c'est vrai que l'accessibilité d'informations par Internet est effectivement en pure perte par rapport à tout ce que soit l'expérimentation d'une connaissance. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de désubstantialisation de la connaissance qui va dans le sens effectivement de quelque chose à chaque fois plus virtuel abstrait. Alors, bon, avec Florence, on a travaillé par rapport au fait, comme les journalistes, etc. On a travaillé sur le fait de dire c'est quand même incroyable parce que les gens sont de plus en plus informés et ils agissent de moins en moins. Et ce qui paraît être un paradoxe, en fait, n'est pas ni d'un point de vue de l'information, ni d'un point de vue encore moins physiologique, car effectivement, être informé fait bouger des circuits symboliques ou physiologiques des surfaces qui inhibent la capacité d'action. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose, effectivement, dans laquelle l'expérience et une connaissance ne peut jamais être remplacée par l'information de quelque chose. Alors bon, l'exemple que moi je prenais par rapport à Internet, c'était qu'on est arrivé à un point dans lequel, entre quelqu'un, imaginons, qui a passé 10 heures devant son ordinateur en train d'étudier quelque chose sur la Tunisie, maintenant. Tu vois que c'est une destination de vacances courantes en France, non? Et quelqu'un qui a passé 10 jours en Tunisie dans le Club Med. Eh bien, tout le monde dira, effectivement, c'est lui qui a étudié pendant 10 heures chez lui la Tunisie, connaît mieux la Tunisie que celui qui est allé au Club Med, vous comprenez? Et ça, effectivement, soit on les croit, soit on est prêt à les croire. Pourquoi? Parce que l'effet que le corps se soit déplacé, l'effet que le corps a été affecté, vous voyez, par ces coordonnées-là, géographiques, par ce climat, etc., ces côtés-là, on l'oublie. Et on va considérer que connaître la Tunisie, dans cet exemple-là, c'est avoir un tas de connaissances des surfaces, sauf qu'effectivement, c'est là où il y a la construction de l'artefact. Vous voyez? Parce qu'effectivement, l'organisme, il est affecté, hein, dans le sens physiologique et spinoziste de la chose. Être affecté. Or, quelle est l'importance d'être affecté? L'importance d'être affecté est fondamentale parce que nous ne pouvons agir qu'à partir de nos surfaces d'affectation. Un organisme agit parce qu'il est affecté. Or, l'information touche des surfaces d'affectation minimales. Je ne sais pas si vous voulez... Parce que c'est... Bon, moi je accorde de l'importance, simplement, en fait c'est par fidélité, parce que c'est un truc qui m'intéressait, qui dans mes recherches, un peu par rapport à ce questionnement sur les invariantes biologiques, j'ai trouvé que l'urbanisme est un bon exemple d'un ensemble organique. Alors par exemple, dans l'urbanisme, il y a des choses qui marquent cet ensemble organique. C'est le fait que l'urbanisme il est toujours organiquement lié à une époque. Par exemple, mettons les cathédrales, c'est l'exemple qu'on donne en général et que je donne pour un exemple juste. En Europe,
pendant 2 siècles, certains pays construisent des cathédrales. C'est comme si les cathédrales poussaient de la terre. Tout à coup, ça émerge, les cathédrales émergent. Pourquoi? Parce que c'est une époque qui est grosse des cathédrales et émerge des cathédrales. Si aujourd'hui quelqu'un fait une cathédrale exactement comme à l'époque, tout le monde va dire, tu vois, c'est la cathédrale qui est comme si. Vous voyez, il y a dans l'urbanisme et dans l'architecture une évidence organique dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire n'importe quoi, à n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu. Vous voyez? Et alors donc, il me semble que, contrairement à la biologie, que parfois les gens disent, qu'est-ce qu'ils nous racontent, il me semble que l'urbanisme est un exemple très clair, et ce n'est pas une métaphore, c'est comme ça. Hein, c'est un développement organique dans lequel une époque a ses formes, ses propres formes. Et je vois que l'art contemporain correspond aux formes de l'agrégat et de la dispersion et de la mise en cause de l'organisme. Alors voilà. Moi, dans mon travail, je l'appelle le nexus, cet homme-là, l'homme modulaire, parce que dans le droit romain très ancien, il y a un concept qui s'appelle le nexus, justement. Ça donne le mot annexé, puis c'est un concept qui est très proche d'un autre concept du droit romain aussi, qui est l'addictus, qui donne notre addict, qui est aussi, comme toi, je suis d'accord sur les symptômes, l'addiction, la violence, toutes ces choses-là, mais je crois qu'il y a une petite différence parce que l'addictus et le nexus, c'est 2 mots pour dire l'homme libre qui est traité comme s'il était esclave. Et je crois que ça correspond plus à notre époque, c'est-à-dire que notre esclavage, c'est comme une arrière-pensée quelque part. C'est comme notre amour pour les marques, c'est parce qu'on a oublié que la marque, c'est le brandon qu'on met sur la peau de l'esclave ou sur la peau de la bête. C'est tout ce genre de phénomène. Donc j'ai l'impression que, contrairement à ce que tu dis, alors c'est là-dessus que j'aimerais t'entendre, c'est pas tant que ça une surface plane, cet homme modulaire, il y a quand même un pli, et ce pli, mais en fait, il fait une boucle, quoi. Et c'est la boucle du retour au nexus, au quasi-esclave, c'est-à-dire on n'est jamais vraiment esclave, on est toujours quasi-libre, c'est-à-dire esclave, quasi-addict, c'est-à-dire complètement accro, etc. C'est-à-dire... Et là où je vois ce problème-là, cette impression-là, c'est quand tu dis la technique, la science, les biotechnologies, et puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très massif là, alors que sûrement si on discutait dans les détails, tu dirais cette application-ci, ou... D'accord. Donc j'ai l'impression que ça c'est aussi parce que ce dont tu parles, c'est autant de l'image de la science et de la technique, de celle que beaucoup de gens ont parce qu'ils ne sont peut-être pas forcément capables, ils n'ont pas été éduqués, ils n'ont pas envie, ou je ne sais pas quoi, de rentrer dans les détails justement pour ne pas voir la science, pour ne pas voir les biotechnologies, mais
la biotechnologie dans ce cas-ci ou dans ce cas-là, comprendre ce que c'est qu'une molécule d'ADN, comprendre que ce qu'on nous dit, qu'on comprend de l'ADN, c'est pas l'ADN, ce qu'on nous dit, qu'on comprend du gène, c'est une fiction, ce qu'on comprend des protéines, c'est beaucoup plus compliqué, etc., etc., etc. Donc en fait, j'avais envie un peu d'inverser encore une fois, tout en étant d'accord sur les symptômes, d'inverser un peu le diagnostic en disant oui, mais si cette technique, la technique, c'était pas avant tout justement la création humaine la plus aliénante qu'il y ait en ce moment-là, pas en tant que puissance séparée, etc., mais en tant que représentation qu'on en fait pour s'aliéner nous-mêmes. Voilà, c'est je pense que bon, il y a plusieurs dimensions dans ce que je dis, parce que d'abord, c'est vrai que parmi les scientifiques parmi les scientifiques, il y en a beaucoup qui croient à la science dans ce sens justement cellulaire, c'est-à-dire c'est même la majorité qui sont dans une croyance dans quelque chose qui s'appelle la science ou la technique. Et il y en a très peu qui acceptent qu'on parle en termes dissociés des différentes hypothèses théorico-pratiques. Par exemple, c'est vrai que quand tu dis les gènes est une fiction, j'imagine qu'ici il y a beaucoup de gens pour lesquels ce n'est pas une évidence. Or, il y a une minorité de scientifiques aujourd'hui pour lesquels c'est absolument clair que les gènes n'existaient pas. C'est-à-dire que les gènes est une fiction, qui est un découpage, un morceau de réalité, un truc qui existe, mais qui n'a ni les fonctions, ni les capacités, ni la particularité. Mais la plupart des biologistes continuent à travailler avec cette fiction-là. Alors je te dis ça pour te dire que, en fait, la fiction de la science et de la technique n'est pas simplement une fiction métaphorique, est une force qui existe, tu vois. Alors, peut-être cette force-là est la force qui est derrière la tendance artefactorisante, tu vois, et que la contradiction, le conflit au cœur des sciences, justement, soit entre les gens qui peuvent, en ne croyant pas théologiquement à la science, discuter des hypothèses, tu vois. Il me semble que c'est ça, c'est-à-dire que peut-être ta posture est une posture dans laquelle tu dis, bon, ce que tu dis, tu as raison, mais si tu dis c'est comme ça, tu exclus 80% de tes collègues qui, tu vois ce que je veux dire. Dans ta manière à penser, est-ce que si on essayait de mieux apprendre ces choses-là, si on essayait de rendre les gens plus proches de la technique, est-ce que ça pourrait aider ou pas? Moi, je vois que les premiers gens qui font être proches de cette problématique-là, c'est déjà les scientifiques. C'est-à-dire que, par exemple, pour parler d'un exemple concret, si on était capable aujourd'hui de socialement pouvoir comprendre que les techniciens qui est en train de construire encore un modèle de performance de l'emploi est en train de construire de la normativité, si on pouvait faire ça, déjà, effectivement, il y aurait une réappropriation, une réorganisation dans laquelle on irait dans le sens souhaité, qui est le sens de la résistance. C'est non pas une position hégélienne du tout, de dire la technique, c'est la métaphysique, c'est l'oubli de l'oubli, mais c'est de la réappropriation de la technique. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, ça, je pense que c'est clair dont je parle, parce que je peux revenir bizarre quand même. C'est-à-dire, il me semble quand même que l'objectif de la résistance, ce n'est pas de diaboliser la technique, ce n'est pas une position hégélienne de méfiance de la technique, c'est comment notre société peut, elle, posséder la technique. C'est ce que tu dis. Comment posséder la technique? Alors, posséder la technique signifie que la hybridation du vivant avec l'artefact est irréversible. C'est impossible de penser aujourd'hui qu'il n'y aura pas hybridation parce que l'hybridation est déjà là. Que la modification du vivant par artefactualisation est irréversible. Simplement, vous comprenez, c'est pas pareil une société qui marche de façon irréversible vers l'hybridation du vivant.
sans aucune possibilité de réflexion, avec une production de normativité due à la technique toute seule, qu'est une société qui marche vers l'hybridation, bien entendu, c'est notre aventure quand même, mais avec une possession de cette technique-là. Posséder la technique, ce n'est pas un mot d'ordre politique, ça veut dire avoir au cœur de la coopération technique et la coopération de l'organisme. Mais je suis d'accord, la question c'est comment est-ce qu'on peut aller, comment est-ce qu'on peut faire pour que notre société, petit à petit, possède la technique. Mais je pense que tu es très optimiste. Non, il faut passer par rapport à cela.
il y a un point d'achoppement non négociable. Quand scientifiquement vous trouvez un invariant, quand vous trouvez un non possible, bien entendu, c'est la base de toutes les possibilités. Or, les invariantes bio ne sont pas comme les invariantes physiques. Je ne vais pas vous en parler dessus, mais c'est pas du tout pareil. Les invariantes biologiques, nous les pouvons penser que comme dynamique, changeant, et bon, dans les systèmes. Peut-être le non possible, mais ce n'est pas le non favorable, le non préférable. Parce que de ce que je comprends, vous parlez avec les invariants, je vois bien qu'il faut qu'il y ait. On doit comprendre l'historicité de notre historicité, quels sont les données de ces invariants. Mais les invariants par rapport à la conduite à faire, parler d'une déclaration du non possible, je suis correct. On prend plutôt du non favorable ou du non nécessaire, de ce qu'on ne voudrait pas parce que ça. Ou non possible, plutôt vous dites non favorable. Ou non désirable, ou c'est pas ce qu'on veut parce qu'effectivement, ça fait un homme, un agrégat qui va aller nulle part pour se. Oui. Je pense que le problème que vous évoquez est vraiment un problème alors que Spinoza a l'air de plus fausse, qui est l'idée de. Quand on dit c'est non possible, un variant non possible situationnel, donc on dit là, on a du choc avec quelque chose. Alors, dans la recherche, quand on trouve quelque chose qui tient debout, on la cherche de tous les côtés, et l'idée c'est est-ce que ça tient debout, est-ce que ça tient pas debout, est-ce que ça tient debout dans ce système de coordonnées. Ça ne rien de tient debout dans l'absolu, mais bon. Alors, la question de chercher les invariables et des non possibles est une question d'immanence. Ce n'est pas possible dans le système. En tant que non désirable pour les risques, à mon avis, et passer à une transcendance morale. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans un cas, on serait dans une perspective spinoziste, il n'y a pas de bien ou mal dans l'absolu, il y a des mieux ou pire par rapport à ceux qui développent la puissance ou ceux qui diminuent la puissance en situation. Vous voyez? Alors, les non désirables, nommer un non désirable séparé des non possibles, me semble que ça pourrait être une tangente vers la morale. Vous voyez, plutôt que l'éthique spinoziste, et là-dessus, elle est très concrète, très immanente. C'est-à-dire, bon, il dit, vous savez, dans sa correspondance par rapport avec le marchand des grands fameux, je ne sais pas comment ça s'appelait, sur la question du mal, c'est un mec qui était obsédé par l'exode du mal, il a féroce, etc. À un moment donné, il donne l'exemple de Caligula et Néron. Tous les deux, ils sont matricides, tous les deux, ils sont tués leur mère. Et alors, il dit, dans ce qu'en biologie, on appelle un geste de base. Le geste de base, c'est ça. Bon, c'est un geste de base, pourquoi on appelle ça? Parce que c'est asémantique. Donc, ensemble, c'est un geste de base. Je fais ça, ça ne marche pas tant. Caligula fait ça, il fait un acte de barbarie. Et Néron fait ça, et il fait un matricide, un acte de barbarie. Vous voyez? Donc, on pourrait dire aujourd'hui, relativisme. Pourquoi pour Néron c'est un acte de barbarie, tuer sa mère, et pour c'est pas Néron Caligula, c'est Néron et Oreste, pardon. C'est Néron et Oreste. Donc pourquoi est-ce que Néron, c'est Néron, non? Il n'y a pas beaucoup de spinozistes là-bas. Pourquoi pour Néron, mettons, c'est un geste de matricide, de barbarie, et pourquoi pour Oreste, c'est un geste de sauver la civilisation? Eh bien parce qu'il va dire, l'absolu, il se joue en situation. Vous voyez, c'est pas relativiste. Dans chaque situation, il y a un absolu, qui est ce qui va vers le déploiement de la puissance, ou ce qui diminue la puissance. Dans un des cas, tuer la mère, et pour montrer que Néron pouvait tout faire, il n'y a pas de limite. C'est un acte de barbarie. En tant qu'Oreste, il tue sa mère pour essayer de rétablir l'ordre de la cité par rapport à la dégradation, etc. Donc, il va dire, dans un cas, le même geste est un geste de barbarie, et dans l'autre cas, est un geste de culture. Vous voyez, de civilisation. Alors, l'idée, c'est de dire qu'il y a de l'absolu, mais cet absolu-là, il est situationnel.
Alors, bon, c'est un point de vue, mais je fais comme les autres, j'énonce mes coordonnées. C'est dans ces coordonnées spinozistes, c'est comme ça. D'un point de vue ancien, ce que j'ai dit, c'est une aberration. Moi, il me semble que l'exemple des organismes organiques sont 90% de tous les organismes très architecture postmoderne modulaire, c'est-à-dire ce sont des lieux dans lesquels effectivement le développement de la ville ne se fait absolument pas en suivant des règles d'utilité, des règles de praticité, des règles de productivité, d'économie de temps. C'est-à-dire que le développement de la ville obéit à des couches successives de fonctionnement dans lesquelles effectivement la fonction ne fait pas d'organe. C'est-à-dire que la rue n'a pas comme objectif de te conduire de la façon la plus rapidement possible de point A au point B. Cette rue-là se sera construite comme ça. Et, d'un certain point de vue, remplit une fonction ou pas, ou la remplit mal ou bien. Mais je pense quand même que l'urbanisme organique est un urbanisme structuré autour de ce qu'on pourrait appeler des attracteurs, tu vois, non utilitaristes. Et que même ils peuvent être très anti-utilitaristes. Mais tu sais bien quand même comment les gens qui vivent dans des villes malsaines, ou dans des lieux inondables, eh bien, c'est pas grave, tu vois, c'est-à-dire être territorialisé, ça signifie que tu ne peux pas dire, pour des raisons très rationnelles et utilitaires, je vais déménager. Parce que tu fais partie de ce paysage-là. C'est-à-dire qu'un urbanisme organique est un urbanisme dans lequel, effectivement, le mode de construction correspond à un paysage, à un écosystème global qui inclut l'homme et sa culture. Et qui n'est pas en fonction des développements économiques de l'entreprise. Et les sentiments, quand il va décrire les sentiments, quand il voit le mort dans la rue, l'accident, c'est-à-dire qu'il y a cette détériorisation de tout. Et pas pour rien, l'économe est un mathématicien. Il est un mathématicien. Oui, sûr. C'est qu'on trouve l'arrivée qu'on demande des gens qui souffrent de ne pas pouvoir s'adapter aux exigences de l'entreprise ou de la normalité. Alors, par exemple, je vous donne un exemple d'une patiente, une jeune patiente qui va avoir 26 ans,
qui est sortie majeure, comme on dit, d'une grande école de commerce en France, et qu'elle était un analyste avant des études avec moi, qui était quand même quelqu'un qui marchait droit, qui voilà, était majeur, elle était toujours bien arrangée chez moi. Et elle a connu une toute petite courte période de temps entre qu'elle est sortie de l'école et qu'elle a trouvé une entreprise où elle était engagée en tant que cadre, très important. Dans cette période-là, cette femme-là, elle s'est défaite. Cette jeune femme-là, elle s'est défaite. C'est-à-dire qu'elle était dans une sorte de boulimie, elle ne s'arrangeait plus, elle venait même avec les cheveux sales. C'était une sorte de. Comme ça, elle s'est défaissée, dans mes yeux. Et j'essayais quand même de la contenir, j'essayais de comprendre si elle était en train de faire une pause de pression, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Et elle n'avait pas la moindre, comme on dit, volonté. La moindre volonté. Il n'arrivait pas à arrêter de manger, il n'arrivait pas à se laver, il n'arrivait pas à se discipliner, il n'arrivait pas à faire du sport, il n'arrivait à rien. Et tout à coup, elle trouve un boulot dans une entreprise chimique, dans l'industrie chimique, qui fait des trucs de nettoyage, je ne sais pas quoi. Donc quelque chose de très relativement passionnant. Et alors, elle est embauchée et son boulot exige 10 heures de présence dans l'entreprise. Elle a 1 heure pour aller, 1 heure de retour. Et quand elle rentre, souvent le week-end, elle doit travailler. Et tout à coup, elle s'est redessinée, cette femme, elle s'est ressaisie et elle s'est mise à fonctionner. Et alors moi, je lui dis, à moi, concrètement, ça me pose problème. Ça me pose un grave problème parce que, vous comprenez, dans la psychanalyse, ceci apparaît comme si les êtres humains, tout à coup, avaient de moins en moins un endosquelette, c'est une métaphore, n'est-ce pas? Et ils avaient un exosquelette. Vous voyez? C'est-à-dire que l'homme ou la femme, de la flexibilité, est un être humain qui n'a plus d'endosquelette avec des tropismes, des désirs, des affinités électives, et que de temps en temps va bien, de temps en temps va mal, de temps en temps on a des boulots, de temps en temps on n'a pas de boulot. Si le contexte ne lui donne pas cet exosquelette contenant, il y a une sorte de perte de forme. Parce que, moi je le disais à la jeune femme, je disais, à moi ça me pose problème. Parce que comment ça s'est fait que vous ne trouviez pas la moindre force pour vous laver les cheveux, pour vous lever le matin? Parce que c'est pas qu'elle était au chômage, elle savait très bien qu'elle allait avoir un boulot. Mais elle s'est trouvée pendant quelques mois sans exosquelette de l'école ou de l'entreprise. Et alors, tout à coup, ces symptômes-là, sont des symptômes dont les cabinets de psy sont remplis. C'est-à-dire, l'homme nouveau, la femme nouvelle de la flexibilité est un être qui n'a plus presque d'endosquelette. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, elle est que modulaire. Alors, par exemple, c'est très drôle parce que où je n'avais pas fait attention, mais il me semble que jamais en consultation, elle me parlait avec des mots anglais. Et alors là, maintenant, elle passe de space à je ne sais pas quoi, et je me disais, pourquoi des space? L'espace. Alors, donc, elle est absolument modulée. Alors, par exemple, elle s'est fait des défis. Elle s'est dit, il faut que je m'adapte à l'entreprise. Par exemple, ils sont très durs avec elle, alors elle est encore plus dure avec elle parce qu'elle dit, effectivement, ça résiste. Vous comprenez? C'est-à-dire que tous ceux qui correspondent à une méthode qui s'appelle Hélène, je ne sais pas, tous ceux qui résistent à Hélène, dans Hélène, c'est mauvais pour Hélène. Or, ceux qui résistent au formatage de l'exosquelette, c'est Hélène. Vous comprenez? C'est ce qui vient de la longue durée. Vous voyez? Et alors donc, c'est ça, on n'a pas eu le temps de parler, donc c'est bien que vous évoquez cette question. D'un point de vue psy, effectivement, c'est que l'expression de ça, c'est ça. C'est l'expression de cet homme ou femme modulaire que s'il n'a pas ces modules-là de formatage, ça se dissout. Alors effectivement, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que la plupart des collègues ont commencé à considérer qu'aider quelqu'un, c'est l'aider à s'adapter. Vous savez, fitness, non? Comme les clubs de fitness. Alors, les clubs de fitness, qu'est-ce que tu entends par là, non? Et alors, effectivement, la plupart des collègues, petit à petit, virent vers une adaptation d'une masse molle gélatineuse au couloir de l'entreprise. Et si moi, je dis en tant que clinicien, non,
moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des invariantes, pour dire comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, où est-ce qu'elle est, elle existe, quels sont les tropismes, les désirs, les affinités électives. Si je dis ça, je suis petit à petit marginalisé. Pourquoi? Pour quelque chose qu'Hélène, qui est très intelligente, elle a compris. Elle me dit, et si c'est ce que je trouve, si ce que je trouve devant moi n'est pas bon, qu'est-ce que je fais? Elle me dit comme ça. Vous comprenez? Parce que moi, je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'un jour on trouve dans vous, qu'est-ce qu'il y a dans vous? Je te dis, c'est pas possible. Elle fait je sais pas, des chiffons, des nettoyages, c'est pas, non, mais je lui demande, je la charrie parce qu'elle est très intelligente. Je lui dis, quoi, c'est une passion dans votre vie, des chiffons, des nettoyages, c'est quoi? Et alors, donc elle sait très bien que je lui casse les pieds parce que j'ai dit, non, moi je tiens là. Si vous voulez partir, vous partez, mais moi, si vous voulez me voir, moi je tiens dans la recherche il doit bel et bien avoir un reste dans le squelette, dans l'élève. Et elle, comme elle a très bien compris, elle dit, peut-être, et si ce qu'il y a dedans c'est pas bon, eh bien, les paris et le défi, pour les cliniciens psy que je suis, c'est de dire, ma fidélité avec ma patiente, c'est de pouvoir trouver ce qu'elle a, quoi que ce soit qu'elle a dedans. Mais le problème, c'est que ce que quelqu'un va trouver dedans, très rarement, va s'adapter très bien à la production de l'entreprise. C'est-à-dire que, vous comprenez, c'est-à-dire que si vous faites bien votre boulot de psychanalyste, peut-être ce que vous allez faire, c'est que la personne, en développant ses tropismes, ses affinités électives, son endosquelette, va dire merde à l'entreprise. Et bien ça, c'est le problème pour la profession aujourd'hui. On se dit, si j'aide la personne, peut-être je vais l'aider à se trouver au chômage. Alors bon, c'est net que c'est difficile à expliquer. Surtout qu'après, tu es venu de payer des séances. Bon, si vous êtes d'accord, on va arrêter là jusqu'à la prochaine fois. Merci beaucoup de votre héroïque attention.